Le moment exact où le narcissique réalise que tu l'ignores vraiment, pas provisoirement, pas pour le punir avec l'espoir qu'il comprenne, mais complètement, ce moment précis déclenche dans sa psyché quelque chose que Carl Jung a documenté avec une clarté qui donne le vertige. Et dans les prochaines minutes, tu vas entrer dans la tête du narcissique. Tu vas voir exactement ce qui s'y passe quand tu l'ignores. Pas les théories, pas les suppositions. Les mécanismes réels, cliniquement observés, psychologiquement documentés. Et ce que tu vas découvrir va non seulement te donner la force de maintenir ce silence, cela va transformer pour toujours ta compréhension de ce que tu as vécu. Il y a quelque chose que personne ne te dit clairement quand tu es en train de décider d'ignorer un narcissique. On te parle du contact zéro comme d'une technique, d'une stratégie, d'un outil de protection. Et c'est tout cela. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est ce que ce silence produit de l'autre côté, ce qui se passe réellement dans sa tête, heure après heure, jour après jour, à mesure que ton silence se prolonge. Et comprendre ce mécanisme n'est pas une curiosité malsaine. C'est une information qui peut littéralement te sauver dans les moments où tout en toi veut répondre, où la culpabilité te submerge, où tu te demandes si tu fais la bonne chose. Tu connais peut-être certaines de ces douleurs, cette culpabilité qui surgit quand tu vois son message et que tu choisis de ne pas répondre. Cette peur irrationnelle qu'il t'arrive quelque chose, qu'il perde complètement le contrôle, que ton silence soit dangereux d'une façon ou d'une autre. Cette voix intérieure qui te dit que tu es cruel, que ce n'est pas juste, que quelqu'un qui souffre mérite une réponse. Cette confusion profonde entre prendre soin de toi et abandonner quelqu'un. Et peut-être aussi ce doute fondamental. Est-ce que ce que je vis est vraiment de la manipulation ou est-ce que j'exagère tout? Ces douleurs sont réelles et elles sont précisément les outils qu'il a installés en toi pour s'assurer que tu ne l'ignores jamais vraiment. Ce que je vais te dire maintenant est inconfortable, mais c'est la vérité dont tu as besoin. Ces sentiments de culpabilité que tu éprouves en l'ignorant ne t'appartiennent pas. Ils ont été programmés. Ils sont le résultat de mois ou d'années de conditionnement où chaque fois que tu te distançais, même légèrement, il trouvait le moyen de te faire sentir responsable de sa souffrance. Et maintenant, même en son absence, ce conditionnement continue de fonctionner. Il est dans ta tête. Et la seule façon de te libérer est de comprendre ce qui se passe réellement dans la sienne. Pour comprendre l'état mental du narcissique quand tu l'ignores, il faut comprendre une chose fondamentale sur sa structure psychique. Jung a développé le concept de la persona pour décrire le masque social que chacun porte. Chez la plupart des gens, il existe un soi authentique derrière ce masque. Chez le narcissique, il n'existe pas de soi authentique. Il y a uniquement la persona. Un masque si élaboré qu'il est devenu l'identité entière. Et cette persona a une caractéristique essentielle. Elle ne peut pas se maintenir seule. Elle a besoin d'un carburant constant venant de l'extérieur. Ce carburant s'appelle le supply narcissique. Chaque regard posé sur lui, chaque réaction qu'il provoque, chaque conversation, même conflictuelle, où il occupe le centre de ton espace mental. Tout cela est du carburant. Quand tu l'ignores complètement, ce carburant s'arrête. Et là, quelque chose de très précis commence, quelque chose que Jung a décrit comme la déstabilisation primaire de la persona. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire dans les premières heures, mais avec une progression que j'ai observée de manière systématique dans ma pratique clinique et que les études sur le narcissisme documentent avec une cohérence frappante. Du calme, car ce que tu vas entendre maintenant est la chose la plus importante de cette vidéo. La première phase dans sa tête, elle dure généralement entre quelques heures et 2 jours, et ce que les cliniciens appellent la dépréciation défensive. Il ne panique pas encore. À ce stade, il se dit simplement que tu reviendras. Il a un stock d'explications pour ton silence qui préservent intégralement sa persona. Tu es occupé, tu joues un jeu. Tu essaies de le rendre jaloux. Tu as besoin d'attention.
Dans sa construction intérieure, ton silence n'est pas un vrai silence. C'est une stratégie transparente qu'il a déjà décodée et dont l'issue est inévitable. Tu reviendras. Parce que dans sa narratrice, les gens reviennent toujours. Il a une longue histoire de personnes qui sont parties et qui sont revenues, attirées par le hoovering, épuisées par la culpabilité, ou simplement incapables de maintenir le silence face à ces relances. J'ai suivi le cas d'une patiente qui avait décidé, après 7 ans de relations narcissiques, de couper tout contact. Elle me rapportait les messages qu'il lui envoyait pendant cette première phase, et c'était d'une clarté clinique absolue. Dans les premières 24 heures, les messages étaient presque désinvoltes. Un message anodin, une blague, un partage de photos, comme si rien ne s'était passé. La dépréciation défensive en action, il minimisait la situation pour maintenir sa persona intacte. Le silence de ma patiente était recodé dans sa tête comme une chose sans importance. Il n'était pas encore concerné. Et dans sa tête, pendant ces premières heures, il y a quelque chose d'encore plus précis que j'ai appris à identifier avec le temps. Il ne pense pas vraiment à toi. Il pense à lui-même à travers toi. Il se demande ce que ton silence dit de lui, pas ce que cela dit de toi. Est-ce que quelqu'un l'a vu parler de moi? Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis encore désirable si elle ne répond pas? Son attention n'est pas tournée vers toi. Elle est tournée vers le miroir que tu représentes pour sa persona. Et cette distinction est fondamentale. Elle te dit quelque chose de précieux sur la nature de ce que vous avez partagé. Il n'était jamais vraiment préoccupé par toi. Il était préoccupé par le reflet de lui-même que tu lui renvoyais. Retiens bien ceci, car la deuxième phase est celle qui révèle tout. La deuxième phase commence quand il réalise que ton silence se prolonge au-delà de ce qu'il avait prévu. En général entre le 2e et le 5e jour selon les profils. Et à ce moment, quelque chose change radicalement dans sa tête. Ce n'est plus de la dépréciation, c'est de l'irritation. Une irritation très particulière, différente de la colère ordinaire, parce qu'elle est mêlée d'une incompréhension réelle. Il ne comprend pas. Son système de codage de la réalité qui est centré sur lui, sur son importance, sur son pouvoir, ne fournit pas d'explication satisfaisante à ton silence prolongé. Chaque explication qu'il tente de formuler ramène la même conclusion inconfortable. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin de lui comme prévu. Et cette conclusion, même embryonnaire, même formulée prudemment, est déjà une menace existentielle pour sa persona. Parce que sa persona est fondée sur le fait qu'il est indispensable. Et quelqu'un qui ne répond pas depuis 5 jours commence à ressembler dangereusement à quelqu'un qui n'a pas besoin de lui. L'irritation de cette phase n'est pas dirigée contre toi pour une raison logique. Elle est dirigée contre toi parce que ton silence menace la fondation de ce qu'il est. Dans le cas de ma patiente, les messages avaient changé de ton à ce stade. Ils n'étaient plus désinvoltes, ils étaient d'abord indirectement provocateurs, puis directement reprochants. Une escalade subtile, mais parfaitement lisible pour un clinicien. Et entre les lignes de chaque message, la même question qui ne pouvait jamais être formulée directement. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi je ne compte pas suffisamment pour mériter une réponse? Ces questions étaient déguisées en accusations, en sarcasme, en tentative de provoquer une réaction. Mais leur fond était une angoisse que Jung aurait reconnue immédiatement. La peur de ne plus compter. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé cette progression dans des dizaines de cas. Et la constante est toujours la même. Le narcissique ne peut pas interpréter ton silence comme une décision de ta part. Il ne peut pas le comprendre comme un message que toi, en tant que personne autonome, avec tes propres limites, tu lui envoies. Il ne peut l'interpréter qu'à travers le prisme de lui-même. Et c'est précisément là que le mécanisme devient fascinant cliniquement et dévastateur pour lui. Et c'est précisément là que le mécanisme devient fascinant cliniquement et dévastateur pour lui. Parce que le narcissique ne dispose pas d'outils pour traiter l'indifférence authentique. La colère, il sait la gérer. La tristesse, il sait l'utiliser. Même la haine, il peut la transformer en carburant. Mais l'indifférence authentique,
le vrai désintérêt, celui qui ne cherche pas de réaction et qui n'a pas d'agenda, c'est la seule chose contre laquelle son arsenal de manipulation ne peut rien, parce que toutes ces tactiques requièrent une cible qui réagit. Et tu as cessé de réagir. Du calme, car la troisième phase est la plus révélatrice. La troisième phase commence quand son système de défense habituel ne fonctionne plus pour contenir l'angoisse, en général entre le 5e et le 10e jour. Et c'est là que sa tête entre dans ce que je décrirais comme le chaos narratif. Il ne peut plus maintenir une explication cohérente de ton silence. Ses tentatives de rationalisation se contredisent d'un moment à l'autre. Il t'idéalise, puis te dévalue dans le même processus mental. Il se dit que tu ne mérites pas ses messages, puis immédiatement après il envoie un message. Il se dit que tu es folle, puis immédiatement après il cherche ce qu'il a peut-être fait de mal. Cette instabilité n'est pas de la croissance, c'est la persona qui commence à perdre sa cohérence interne. Jung a documenté ce phénomène comme la fragmentation de la persona sous pression. Sans le carburant externe qui la maintient, elle commence à se fissurer de l'intérieur. Et le narcissique ressent ces fissures comme une chose presque physique, une espèce d'inconfort diffus qui monte, qui ne ressemble à rien qu'il a connu et pour lequel il n'a aucun outil de traitement. Parce qu'il n'a jamais appris à se rencontrer lui-même. Il a toujours projeté vers l'extérieur. Et maintenant, sans extérieur disponible, tout revient vers l'intérieur. Souviens-toi de ce que nous avons dit sur la persona et le vide derrière elle. Voilà exactement où nous en sommes dans sa tête. Il se retrouve face au vide. Pas de manière métaphorique, de manière très concrète, à 3 heures du matin quand il cherche à remplir le silence de ta réponse qui ne vient pas. Ce vide est ce que Jung a appelé la vacuité narcissique fondamentale, cette absence de soi authentique que toute la construction de la persona passait sa vie à masquer. Et ce vide, il ne peut pas le fuir quand tu l'ignores. Il peut l'inonder de distractions. Il peut chercher du supply ailleurs. Mais le vide est là. Et chaque journée que ton silence se prolonge, il est un peu plus difficile à ignorer. 3 cas précis de ma pratique illustrent parfaitement la 4e phase. La 4e phase est le hoovering, la tentative de récupération. Elle commence généralement entre le 10e et le 15e jour dans les cas que j'ai observés. Et elle est d'une lisibilité clinique absolue une fois qu'on sait ce qu'on regarde. Et avant de te décrire ce schéma, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre sur le hoovering pour ne jamais t'y laisser piéger. Le hoovering n'est pas de l'amour retrouvé. Ce n'est pas un changement, ce n'est pas la preuve qu'il tient à toi plus qu'il ne le montrait. Le hoovering est une tentative de ravitaillement en carburant. Et la différence entre quelqu'un qui revient par amour authentique et quelqu'un qui revient par besoin narcissique est visible dans une seule chose. Est-ce qu'il cherche à comprendre ta douleur? Ou est-ce qu'il cherche à savoir si tu souffres encore suffisamment pour qu'il puisse reprendre le contrôle? L'un te voit, l'autre te sonde, et le narcissique ne voit jamais. Il sonde toujours. Dans les 3 cas, le schéma était identique. D'abord une tentative de connexion émotionnelle, un message touchant, un souvenir partagé, une vulnérabilité feinte. Puis si cela ne fonctionnait pas, une escalade vers la menace voilée ou l'accusation. Puis si cela ne fonctionnait toujours pas, une tentative de triangulation, mentionner quelqu'un d'autre, créer une jalousie, une urgence. Et si même cela ne produisait aucune réaction, la dernière tentative, le message final, dramatique, qui se présente comme une clôture, mais qui est en réalité une dernière main tendue. Dans tous les cas, ces tactiques n'étaient pas calculées froidement. Elles étaient l'expression d'une panique réelle, mal contenue, qui fuyait par les fissures de la persona. Et voilà ce que peu de gens comprennent sur le hoovering. Et c'est la projection inversée qui inverse tout ce que tu croyais savoir. Ce n'est pas lui qui te cherche parce qu'il t'aime. C'est lui qui te cherche parce qu'il a besoin d'un miroir et que tu étais son miroir préféré. Et tout ce qu'il t'accuse de faire, te replier, t'isoler, te comporter de manière égoïste, c'est exactement ce qu'il a toujours fait à ton égard. Il te reproche l'indifférence qu'il t'a infligée pendant des mois. Il te reproche l'abandon dont il était l'auteur.
il projette sur ton silence tous les mécanismes qu'il a lui-même utilisés pour te contrôler. Et cette projection est si claire, si transparente pour un œil clinique, qu'elle est presque d'une tristesse infinie. Je veux m'arrêter ici un moment. Ce que tu viens de comprendre sur les mécanismes qui se déroulent dans la tête du narcissique quand tu l'ignores, c'est une connaissance que très peu de professionnels articulent avec cette clarté. Et elle existe dans cette vidéo parce que des personnes comme toi ont décidé que ces vérités doivent continuer à exister dans le monde. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ta façon de dire que la prochaine femme qui reçoit un message de hoovering à 3 heures du matin et qui ne sait pas si elle doit répondre, doit pouvoir trouver cette vidéo et comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête à lui. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks envoie cette conscience plus loin dans le monde. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Et maintenant, les outils concrets. Comment tenir face à ce que tu sais maintenant? Comment maintenir ton silence quand chaque phase de sa déstabilisation va te tester d'une façon différente? Le premier outil est ce que j'appelle la carte des phases. Maintenant que tu sais que le comportement du narcissique, quand tu l'ignores, suit des phases prévisibles, tu peux te préparer à chacune d'elles. Quand il envoie un message désinvolte dans les premières heures, tu sais que c'est la phase 1, la dépréciation défensive. Il n'est pas encore déstabilisé, il ne comprend pas encore, et cette compréhension te donne quelque chose de précieux, la distance. Tu n'as plus besoin de réagir à ce message comme à une urgence, parce que tu sais exactement ce que c'est. C'est lui qui maintient sa persona intacte. Ce n'est pas une connexion réelle qui mérite une réponse. Quand les messages deviennent reprochants ou provocateurs, tu sais que c'est la phase 2, l'irritation. Et cette irritation n'est pas dirigée contre toi pour une raison logique. Elle est la manifestation de son angoisse que tu ne répondes pas comme prévu. Ce n'est pas une raison de répondre, c'est une confirmation que ton silence fonctionne. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années avant de comprendre ces mécanismes. Je recevais ces messages reprochants et quelque chose en moi voulait se justifier, expliquer, défendre, parce que j'avais été conditionné à croire que son inconfort était de ma responsabilité. Et le jour où j'ai compris que ce reproche n'était pas une demande légitime, mais la phase 2 d'un effondrement narcissique, tout a changé, pas parce que j'étais devenu insensible, mais parce que je savais enfin ce que je regardais, et voir clairement ce qu'on regarde est la première condition de la liberté. Le deuxième outil est le journal de la phase. Chaque fois que tu reçois un message de lui, au lieu de le lire en cherchant à décoder ce qu'il ressent vraiment, lis-le en identifiant dans quelle phase il se trouve. Est-ce de la dépréciation défensive, de l'irritation, du chaos narratif, du hoovering? Écris simplement phase 2, phase 3. Ce simple acte de classification transforme radicalement ton rapport au message. Il cesse d'être un appel émotionnel qui te touche là où tu es encore vulnérable. Il devient une donnée clinique, un point sur la courbe de sa déstabilisation. Et cette distance clinique n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Et la lucidité est exactement ce dont tu as besoin pour maintenir ton silence dans les moments où il cherche à y percer une brèche. Le quatrième outil est le protocole de déconnexion cognitive. Fais ceci chaque fois que tu es tenté de répondre. Pose-toi une seule question, pas deux, pas trois, une seule. Est-ce que cette réponse le nourrit lui ou elle m'aide moi? Pas de longue analyse, pas de débat intérieur, une seule question. Et dans la quasi-totalité des cas, la réponse sera évidente. Ta réponse le nourrirait lui. Elle lui fournirait la confirmation que tu penses à lui, que son message a atteint sa cible, que son supply n'est pas définitivement coupé. Et dès que tu vois cela clairement, la décision de ne pas répondre cesse d'être une lutte. Elle devient simplement un acte de cohérence avec ce que tu sais maintenant. Le cinquième outil est ce que Jung appelait la protection par l'individuation. L'individuation est le processus par lequel tu cesses de te définir par rapport aux autres et tu commences à exister depuis un centre intérieur authentique.
Et dans le contexte du contact zéro, l'individuation ressemble à ceci. Chaque jour que tu maintiens ton silence est un jour où tu te choisis toi-même plutôt que de le maintenir lui. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la cruauté. C'est le travail le plus fondamental que tu puisses faire pour ta reconstruction. Et ce travail, paradoxalement, est aussi le plus dévastateur pour lui. Parce que plus tu deviens ancré en toi-même, moins tu as besoin de sa validation ou de sa réaction pour exister. Et plus tu deviens indépendante de son espace mental, plus sa persona perd un miroir qu'elle ne peut pas remplacer par quelqu'un d'autre. Ça va faire mal à entendre, mais c'est la vérité dont tu as besoin à ce stade. Une grande partie des personnes qui maintiennent le contact zéro le brisent précisément pendant cette phase du hoovering. Pas parce qu'elles sont faibles, parce qu'il a touché la bonne vulnérabilité au bon moment. Il sait exactement quelle porte utiliser. Il a passé des mois ou des années à cartographier tes zones sensibles, tes peurs les plus profondes, ton besoin de connexion, ta culpabilité, ta compassion. Et pendant le hoovering, il utilise cette carte avec une précision chirurgicale. Pas consciemment dans tous les cas, mais instinctivement, parce que c'est ce que sa psyché apprend à faire depuis l'enfance pour obtenir la réaction dont elle a besoin. Et c'est pour cela que connaître les phases te protège d'une manière que la seule volonté ne peut pas garantir, parce que quand tu reconnais la tactique, elle perd son pouvoir. Il y a une 5e phase dans sa tête que je n'ai pas encore mentionnée, celle que les cliniciens observent après plusieurs semaines de silence maintenu. Elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Souvent, elle n'est même pas visible pour lui. Mais elle est réelle et documentée. Jung l'a appelée la confrontation forcée avec l'ombre. Quand tous les mécanismes de défense ont échoué, quand le hoovering n'a produit aucune réaction, quand la fragmentation de la persona est trop avancée pour être maintenue, la psyché se trouve confrontée à son ombre avec une intensité qu'elle ne peut plus dénier. Cette confrontation peut ressembler à de nombreuses choses de l'extérieur. Une dépression soudaine, une explosion de comportements destructeurs, une nouvelle relation entamée avec une précipitation suspecte, ou dans les cas les plus rares, un début de remise en question. Mais quelle que soit la forme externe, l'origine est toujours la même, l'ombre convoquée par l'absence de ton miroir. Ce que la société ne te dit pas sur le contact zéro, c'est que tu ne l'ignores pas pour lui faire du mal. Tu l'ignores parce que maintenir le contact est fait de mal pour toi. Et c'est une distinction fondamentale. Le contact zéro n'est pas une arme. C'est une frontière qui dit « mon énergie, mon attention, ma présence émotionnelle sont des ressources précieuses qui méritent d'être données à des personnes capables de les recevoir avec respect. » Et lui, par définition, n'est pas capable de les recevoir avec respect. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation clinique. Jung a écrit cette phrase que je garde depuis des années dans mon bureau. L'ombre est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Le narcissique ne veut pas être ce qu'il est derrière le masque. Ce vide, cette dépendance, cette incapacité à fonctionner sans le carburant de tes réactions. Mais c'est ce qu'il est. Et ton silence, en retirant le masque qu'il portait dans ta présence, en lui révélant sa propre réalité par défaut, est peut-être la seule chose qui lui donne une chance, aussi infime soit-elle, de se confronter à cette vérité. Ce n'est pas ta responsabilité qu'il saisisse cette chance, mais c'est ta liberté d'avoir cessé de lui servir de miroir. Et toi, tu mérites un miroir qui te reflète tel que tu es vraiment, pas tel qu'il avait besoin que tu sois, pas à travers le prisme de son utilité, tel que tu es, dans ta complexité, ta profondeur, ta force, que des mois de dévalorisation n'ont pas réussi à éteindre. Cette femme qui ignorait ce qu'elle portait parce qu'elle passait toute son énergie à essayer de comprendre ce qu'il voulait. Cette femme existe encore, et chaque jour de silence est un jour où elle revient un peu plus vers la surface. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est la phrase qu'il t'a envoyée pendant le hoovering qui t'a le plus tenté de répondre?
pas pour la revivre, mais parce que cette phrase est révélatrice. Elle dit exactement quelle est ta vulnérabilité qu'il avait identifiée et qu'il essayait d'activer. Et en la partageant ici, tu vas peut-être aider quelqu'un d'autre à reconnaître la même phrase dans ses propres messages et à comprendre ce qu'elle est vraiment. Non pas la vérité sur toi, mais la carte de ta force que lui voulait retourner contre toi.